Vous écoutez Crime Story, le meurtre d'Audrey Joinet, 2e et dernier épisode. Dans la nuit du vendredi 16 septembre 2005, Audrey Joinet, disparue depuis 3 jours, est retrouvée morte chez elle, par sa mère. Son cadavre avait été caché sous son lit. Dans l'appartement qu'elle occupait, aucune trace d'effraction. Audrey a-t-elle ouvert de son plein gré à un assassin ? Aucune piste ne se dégage, jusqu'à ce que le concierge vienne se confier aux gendarmes sur 2 viols qu'il a commis et pour lesquels il a fait de la prison. Ce qui le fait immédiatement passer au rang de suspect numéro 1. Jean-Luc Caillez est un ancien légionnaire. Il a été arrêté en 1984 pour le viol d'une passante à Grigny, déjà dans l'Essonne. Après avoir commis ce crime, il insiste pour montrer tous ses tatouages à la victime. L'un d'eux est son prénom, Jean-Luc. Elle se souvient de ce détail et le raconte aux policiers lorsqu'elle va porter plainte, ce qui les conduit à le retrouver. Dès sa sortie de prison, 7 ans plus tard, en 1991, Jean-Luc Caillez récidive. Il viole une femme dans l'Hérault. Il avoue immédiatement les faits et retourne en prison. Cette fois-ci, la condamnation est plus lourde. Jean-Luc Caillez écope de 20 ans de réclusion criminelle. Par le jeu des remises de peine, il purge 12 années et sort le vendredi 4 octobre 2002. Jean-Luc Caillez aurait pu faire l'objet d'un suivi particulier après sa sortie de prison, mais la loi de 1998 qui le prescrit n'était pas encore en vigueur. De plus, entre 2000 et 2002, il a suivi un traitement de castration chimique qui l'empêchait d'avoir des érections. Il sort donc et s'évanouit dans la nature. Quand Jean-Luc Caillez raconte son parcours criminel aux gendarmes, il précise qu'il n'a rien pu faire à Audrey, car ayant été castré chimiquement, il n'aurait plus aucun désir pour qui que ce soit, ni aucune libido. Damien, ces éléments ne placent pas Jean-Luc Caillez au-dessus de tout soupçon pour les gendarmes, au contraire. Alors si c'est une stratégie effectivement de sa part, c'est raté parce que c'est l'inverse qui se produit. Les gendarmes, ils vont se mettre à le soupçonner et donc à travailler sur lui. Et ils vont interroger tous les autres habitants de la résidence. Alors Jean-Luc Caillez, il travaille là depuis le mois de juillet 2003. Personne n'a grand-chose à lui reprocher. Mais ses voisins, ils vont quand même raconter, certains d'entre eux, que le mercredi 14 septembre, c'est-à-dire le lendemain du dernier soir où Audrey a été vue vivante pour la dernière fois, Jean-Luc Caillez, il a passé la journée entière enfermé dans sa loge, ce qui n'est pas dans ses habitudes, ce qui n'est pas le travail d'un gardien. Ça a même d'ailleurs inquiété les habitants. Ça les a tellement inquiétés qu'ils ont même appelé les pompiers. Et ces pompiers sont intervenus dans l'après-midi, vers 14h30. Ils ont tambouriné à la porte de Jean-Luc Caillez, à la porte de la loge, sans résultat. Et en désespoir de cause, ils ont même fait fonctionner le 2 tons, la sirène de leur camion, ce qui finalement a fait sortir Jean-Luc Caillez de sa loge. Il a entrebâillé la porte. Les pompiers ont constaté qu'il n'était pas dans son assiette, comme ils disent, mais qu'il transpirait beaucoup, notamment, ça ils l'ont remarqué. Mais il a expliqué qu'il n'était pas malade, qu'il n'avait pas besoin de soins, donc les pompiers ont fait demi-tour et ils ne sont pas plus intervenus que ça. Une habitante d'un autre immeuble de la résidence livre un témoignage vraiment inquiétant. Oui, dans la foule de témoignages que les gendarmes vont récupérer, ils vont entendre cette femme qui dit qu'elle a déjà surpris Jean-Luc Caillez qui essayait de s'introduire chez elle. En fait, elle venait de partir faire des courses, elle est revenue sur ses pas parce qu'elle avait oublié quelque chose et elle l'a trouvé chez elle parce qu'il avait probablement le double des clés. Il a donné une excuse un peu bidon qui n'a pas vraiment convaincu d'ailleurs cette femme, mais les choses en sont restées là, elle n'a pas déposé plainte. Mais enfin, tous ces petits éléments mis bout à bout, ça commence à prendre une importance et une tonalité particulière. Jean-Luc Caillez est finalement interpellé et placé en garde à vue le mercredi 21 septembre. Avec relativement peu d'éléments à leur disposition. Les gendarmes, ils sont à peu près sûrs d'eux et de leurs convictions, mais lui, il va nier. La garde à vue, ça dure 48 heures et au bout de 24 heures, il se passe toujours rien. Les gendarmes, ils pensent avoir un atout, c'est qu'ils ont ce prélèvement de sperme, d'ADN qui a été fait sur la scène de crime et ils attendent évidemment les résultats de ce prélèvement pour savoir si ça correspond à l'ADN de Jean-Luc Caillez et cette réponse, ils vont l'avoir vers 1h du matin, c'est-à-dire en plein milieu de la garde à vue. Et le coup de fil qui va arriver du fichier national des empreintes génétiques, c'est un coup de fil en forme de douche froide, de très mauvaise nouvelle, parce que le sperme retrouvé n'est pas celui de Jean-Luc Caillez. Les gendarmes sont ahuris. Si dans 24 heures, ils n'ont pas d'aveu circonstancié de l'ancien légionnaire, ils devront le libérer.
alors qu'ils espéraient que ce sperme serait le sien et qu'il permettrait un placement en détention provisoire. Les enquêteurs vont alors déployer des trésors d'ingéniosité pour que Jean-Luc Caillez se livre. Ils le cuisinent, insistent sur son casier judiciaire déjà bien fourni et le mettent face à ses contradictions. Jean-Luc Caillez finit par craquer. Le concierge raconte qu'il était attiré depuis quelque temps par la victime. Le dimanche 11 septembre 2005, il échange avec Audrey. Et à la suite de cette conversation, il décide de la violer. Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 septembre, encagoulé et armé d'un fusil à canon scié, Jean-Luc Caillez entre chez Audrey, grâce à la clé de son appartement qu'il a dérobée à une voisine qui avait un double. Tout de suite, il la neutralise et l'entrave avec du ruban adhésif. Mais elle le reconnaît. Jean-Luc Caillez la force alors à le suivre dans sa loge, 2 étages plus bas. Toute la journée du lendemain, il séquestre la jeune femme et s'adonne à des sévices sexuels sur elle. Son calvaire dure des heures, une partie de la nuit d'abord, puis la journée qui suit. En fin d'après-midi, il décide de l'étrangler avec un lacet pour éliminer cette victime qui pourrait être gênante. Car lors des précédents viols qu'il a commis, elles ont parlé et il a été identifié. Jean-Luc Caillez profite de la nuit pour remonter le corps d'Audrey dans son appartement et le cache sous son lit. Après quoi, il reprend le cours normal de sa vie. On connaît la suite, la mère d'Audrey vient à Soisy-sur-Seine et trouve le cadavre de sa fille. En apprenant le déroulé des faits, les habitants de l'immeuble sont encore plus bouleversés. Cela signifie que quand ils ont appelé les pompiers parce que leur gardien s'était enfermé chez lui le mercredi 14 septembre, Audrey était encore en vie et séquestrée dans sa loge. Je vous le disais en titre, encore une affaire de récidive. Une semaine après le viol et le meurtre d'une jeune fille dans l'Essonne, le gardien de son immeuble a avoué les faits hier pendant sa garde à vue. Il était sorti de prison il y a 3 ans, après avoir été condamné 2 fois pour viol. Damien, la garde à vue de Jean-Luc Caillez continue et il fait de nouveaux aveux sidérants. Oui, c'est là où vraiment on va comprendre toute la perversité du personnage. Alors il savait qu'il serait le premier soupçonné au vu de son casier judiciaire, c'est ce qu'il explique aux gendarmes. Mais il va leur dire, bon voilà, moi en tant que gardien, j'ai 2 atouts. Je connais la vie personnelle et des secrets de la vie de certains de mes copropriétaires et j'ai accès à un certain nombre de locaux et notamment, c'est moi qui m'occupe des poubelles. Et il a justement utilisé cet accès aux poubelles pour préparer son crime. Plusieurs semaines avant de passer à l'acte, Jean-Luc Caillez va cibler en fait une habitante de l'immeuble dont il sait qu'elle a une vie sentimentale assez mouvementée. Bon, en gros, elle reçoit pas mal d'hommes à la maison et fort de ça, il va aller vider en quelque sorte les poubelles de cette femme, récupérer un préservatif usagé. Il va prendre une seringue, extraire le sperme de ce préservatif et placer la seringue dans son congélateur pour le conserver en se disant qu'il va utiliser ensuite ce sperme pour, en quelque sorte, fausser la scène de crime et faire croire que c'est un autre homme qui s'en est pris à Audrey. Et cette idée, elle lui est pas venue comme ça. En fait, quelques semaines avant, il a vu un épisode d'une série américaine qui s'appelle NCIS, qui est une série basée d'ailleurs sur la police technique et scientifique, et il s'est inspiré mot pour mot, vraiment à la lettre de cette série où on voyait justement un auteur qui venait prélever du sperme dans un préservatif usagé. C'est-à-dire que sans les aveux de Jean-Luc Caillez, un innocent aurait pu aller en prison à sa place pour ce crime. Oui, parce que si Jean-Luc Caillez il l'avoue pas, les gendarmes ils sont obligés de le remettre dehors. Qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Ils vont attendre les résultats du fichier des empreintes génétiques. Ils vont se rendre compte que cette trace de sperme c'est pas celle de Jean-Luc Caillez, donc ils vont rechercher à qui elle appartient. Et une fois qu'ils auront identifié cette personne, vous imaginez bien que quand on va questionner cette personne pour lui dire on retrouve votre sperme sur une scène de crime dans le corps d'une femme qui a été tuée, donc forcément vous êtes dans le coup. Et c'est vrai que ce suspect qui n'en était pas un aurait eu toutes les peines du monde à expliquer que ça pouvait pas être son sperme parce que les gendarmes pouvaient pas imaginer le scénario tout à fait machiavélique qu'avait mis en place Jean-Luc Caillez. Donc on est vraiment passé tout près d'une possible erreur judiciaire parce qu'encore une fois, l'ADN étant une preuve extrêmement importante maintenant dans les procédures judiciaires et dans les enquêtes, que ça devient quasiment une accusation directe et définitive. Désormais, les gendarmes ont ces aveux de Jean-Luc Caillez, mais ça reste une preuve très fragile.
Oui, parce que des aveux, on le voit dans plein de dossiers criminels, des aveux, on peut revenir dessus, on peut dire finalement j'ai dit n'importe quoi en garde à vue, j'ai pas du tout fait ça. Donc il faut quand même arriver avec autre chose que des aveux qui restent toujours quelque chose d'un peu friable. Et ça, les gendarmes, ils vont finir par l'obtenir parce que le gardien va finalement leur indiquer l'endroit où il s'est débarrassé des draps dans lesquels il a commis le viol. Et il va d'ailleurs dire aux gendarmes, bon, de toute façon, c'est mieux que je sois arrêté maintenant parce que je pense que de toute façon, j'aurais recommencé. Le meurtre d'Audrey Joinet par un violeur récidiviste déclenche une polémique sur le suivi des anciens détenus. Oui, alors il y a beaucoup de faits divers comme ça qui sont à l'origine de la modification de la loi ou de nouvelles lois. C'est une pratique assez répandue en France. C'est vrai que là, l'affaire Cayez, elle démontre quoi ? Qu'un homme qui a été condamné 2 fois pour viol peut ressortir de prison de manière non suivie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tellement, il n'a pas d'obligation de soins. Alors il a été effectivement castré chimiquement pendant 2 ans, mais il a arrêté son traitement. Donc voilà, ce fait divers, il va mettre en lumière une carence dans le suivi de ces prédateurs sexuels qui sont remis en liberté sans surveillance. Donc va être créée la surveillance judiciaire qui va comporter maintenant une obligation de soins qui pourrait être infligée aux détenus considérés comme dangereux et qui n'ont pas obtenu de libération conditionnelle. L'idée, c'est de ne pas remettre en liberté dans la nature des prédateurs qui ne bénéficieraient pas après d'une surveillance assez serrée. Justice, le concierge violeur récidiviste comparaîtra aujourd'hui devant la cour d'assises de l'Essonne pour le meurtre d'une habitante de son immeuble. Et ce qui retient l'attention dans cette affaire, c'est qu'au moment des faits, le tueur présumé aurait dû être en prison s'il n'avait profité du jeu des remises de peine et des décrets de grâce présidentielle du 14 juillet. Le mercredi 14 mai 2008, le procès de Jean-Luc Cayez s'ouvre devant la cour d'assises de l'Essonne, à Évry. Il comparaît pour viol, meurtre et actes de torture et de barbarie. Le samedi 17 mai, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Un soulagement relatif pour la mère d'Audrey. Jean-Luc Cayez, l'homme qui a torturé, violé, tué cette jeune fille de 24 ans il y a 3 ans dans cette résidence dont il était le gardien, est condamné à la peine maximale, perpétuité avec une sûreté de 22 ans. Il ne faut pas qu'il recommence, parce que même à bout de 22 ans, il peut éventuellement, s'il sortait, recommencer. Oui, donc ça me soulage, oui, parce qu'il ne faut pas les laisser faire, ces gens-là. Il ne faut pas leur permettre de recommencer. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert, Barbara Gouy et Raphaël Pueyo, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.